Je suis tombée à genoux, les mains griffant désespérément la moquette du salon, mes poumons brûlant comme s'ils étaient remplis de verre pilé. C'était une crise d'asthme, violente, soudaine, impitoyable. À travers le brouillard de mes larmes et le manque d'oxygène, je la voyais. Ma petite sœur, Morgane. Elle tenait mon inhalateur de secours, ma ventoline, mon unique chance de survie. Mais elle ne me le tendait pas. Elle le balançait doucement devant moi, comme on agite un jouet devant un chien, tout en filmant la scène avec le caméscope flambant neuf de notre père. Elle a zoomé sur mon visage virant au bleu, s'est penchée vers moi avec un sourire qui me hante encore la nuit, et a chuchoté ces mots qui ont brisé quelque chose en moi pour toujours: respire, raté. Mes parents étaient là, à 3 mètres. Ils regardaient la télévision. Ils n'ont pas bougé. Pas un geste. Pas un mot pour me sauver. Ce jour-là, j'ai dû ramper pour survivre. Mais aujourd'hui, 19 ans plus tard, dans une salle d'audience glaciale de Paris, c'est elle qui ne peut plus respirer. C'est elle qui tremble. Parce que le karma n'oublie jamais aucune adresse. Avant de plonger dans cette histoire de trahison familiale, je voudrais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure est-il chez vous en ce moment. J'adore lire vos messages, cela me rappelle que je ne suis pas seule. Tout a commencé un mardi soir de novembre 2005, dans notre maison familiale à Limoges. J'avais 17 ans et j'étais en pleine révision pour le baccalauréat. Le stress était mon compagnon constant, et avec lui, l'asthme. Ce soir-là, l'air semblait avoir disparu de la pièce. Mes bronches se sont fermées brusquement, comme un piège à loup. Je suis tombée du canapé, renversant une pile de livres. Le bruit a fait sursauter Morgane, qui avait 14 ans à l'époque. Elle était assise sur le tapis, en train de jouer avec le nouveau caméscope Handycam que papa venait d'acheter pour filmer nos souvenirs de famille. Quelle ironie! J'ai tendu la main vers la table basse où j'avais posé ma ventoline. Mes doigts ont effleuré le plastique bleu. Sauvé, ai-je pensé. Mais une main plus rapide l'a saisie avant moi. Morgane. Je l'ai regardée, les yeux écarquillés, la bouche ouverte comme un poisson hors de l'eau, cherchant désespérément une molécule d'oxygène. Je m'attendais à ce qu'elle me la donne. C'était ma sœur, après tout. Nous avions le même sang. Mais Morgane ne m'a pas tendu l'inhalateur. Elle a levé le caméscope. Le petit voyant rouge d'enregistrement s'est allumé. « Regardez-moi ça », a-t-elle dit, sa voix déformée par l'objectif. La grande Viviane qui fait encore son cinéma. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais que siffler. Un bruit horrible, aigu, sortait de ma gorge. J'ai essayé d'avancer vers elle, mais mes jambes étaient en coton. « Maman », ai-je essayé de crier, mais aucun son n'est sorti. Ma mère, Liliane, a levé les yeux de son magazine Marie-Claire. Elle a soupiré, un long soupir d'agacement, comme si je venais de renverser du jus d'orange sur le tapis. « Viviane, arrête de faire du bruit », a-t-elle dit sèchement. « Tu gâches le film de ton père. » Et Morgane, ne l'encourage pas. Mon père, Pascal, n'a même pas tourné la tête. Il était absorbé par un match de football. Laisse-la, Liliane. Elle veut juste de l'attention parce qu'on a acheté le caméscope pour Morgane. J'étais seule. Je mourais au milieu de mon salon, entourée de ma famille, et j'étais absolument seule. Morgane s'est accroupie devant moi. Le caméscope était si près de mon visage que je pouvais voir mon reflet déformé dans l'objectif. Elle a agité l'inhalateur juste hors de ma portée. « Allez, attrape-le », ricana-t-elle. « Tu es pathétique. Regarde-toi. Tu es toute violette. » C'est hilarant. Puis, elle a prononcé cette phrase. 2 mots. Simple. Dévastateur. Respire, raté. À cet instant, quelque chose d'instinctif a pris le dessus. L'instinct de survie. J'ai réalisé qu'il me laisserait mourir. J'ai compris que je n'étais pas une fille, ni une sœur pour eux. J'étais une nuisance. J'ai rassemblé mes dernières forces. J'ai cessé de tendre la main vers Morgane. J'ai rampé. J'ai griffé le sol, me traînant centimètre par centimètre vers l'escalier, vers ma chambre, vers mon sac de cours où je gardais un inhalateur de secours périmé. Chaque mouvement était une torture.
Chaque seconde sans air tuait un peu plus mon cerveau. Derrière moi, j'entendais le rire de Morgane. J'ai réussi. Je ne sais toujours pas comment, mais j'ai réussi à atteindre ma chambre, à trouver le vieux tube en plastique et à aspirer le médicament salvateur. Pendant que l'air revenait douloureusement dans mes poumons, assis sur le carrelage froid de ma chambre, j'ai pris une décision. Je n'avais plus de famille. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. Mais je ne savais pas que ce n'était que le prologue d'une tragédie qui allait durer 20 ans. 19 ans ont passé. J'ai aujourd'hui 37 ans. J'ai quitté Limoges le lendemain de mes 18 ans et je n'ai jamais regardé en arrière. Je vis à Besançon, une ville tranquille près de la frontière suisse, connue pour son horlogerie et sa citadelle. C'est loin de Limoges. C'est loin d'eux. J'ai construit une vie simple mais solide. Je suis responsable logistique dans un grand entrepôt. C'est un travail difficile, exigeant, qui demande de la précision et de la rigueur. J'aime les entrepôts. Les boîtes ne mentent pas. Les inventaires ne vous trahissent pas. Si une boîte est là, elle est là. Si elle n'est pas là, il y a une raison logique. Pas de drame, pas de manipulation. Juste des faits. Je n'ai pas parlé à ma famille depuis 3 ans. La rupture totale, le « no contact » a été la seule façon pour moi de préserver ma santé mentale. Je pensais être en sécurité. Je pensais que le passé était enterré sous des couches de silence et de kilomètres. Mais le passé est un prédateur patient. C'était un mardi après-midi pluvieux. Je suis rentrée du travail, épuisée mais satisfaite, prête à me faire un thé et à lire un livre. J'ai ouvert ma boîte aux lettres. Au milieu des factures et des prospectus, il y avait une enveloppe marron. Une enveloppe officielle. L'expéditeur, tribunal judiciaire de Paris. Mon cœur a raté un battement. Mes mains ont commencé à trembler, un vieux réflexe conditionné par des années de peur. J'ai déchiré l'enveloppe. C'était une assignation à comparaître. En tant que témoin. L'affaire, Morgane Dubois contre Clarisse Martin. Motif, diffamation publique. Je me suis assise lourdement sur ma chaise de cuisine. Morgane. Rien que de lire son nom, j'ai senti ma poitrine se serrer, comme si l'asthme revenait me hanter. Elle portait toujours le nom de famille de notre père, Dubois. Elle ne s'était donc pas mariée? Ou avait-elle gardé son nom de jeune fille? Mais qui était Clarisse Martin? Je ne connaissais personne de ce nom. Pourquoi ma sœur poursuivait-elle cet inconnu? Et surtout, pourquoi avais-je besoin de témoigner? Je n'avais rien à voir avec la vie de Morgane. Poussée par une curiosité morbide, j'ai fait ce que je m'étais interdit de faire depuis des années. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé « Morgane Dubois Paris » sur Google. Le premier résultat était son profil LinkedIn, suivi de son compte Facebook public. J'ai cliqué. Et j'ai eu envie de vomir. Ma sœur n'était pas seulement vivante. Elle prospérait. Elle était directrice des ressources humaines, DRH, pour une marque de cosmétiques de luxe prestigieuse. Sur sa photo de profil, elle rayonnait. Cheveux blonds parfaits, sourire éclatant, tailleur blanc immaculé. Son mur Facebook était un temple dédié à sa propre gloire. Des photos d'elle faisant du bénévolat, visiblement mis en scène, des citations de Gandhi et de Mère Teresa sur la compassion, l'empathie et l'amour familial. La famille est le port d'attache dans la tempête, avait-elle écrit sous une photo d'elle et de nos parents, tous les 3 souriants lors d'un déjeuner dominical. Mes parents avaient vieilli, mais ils semblaient heureux. Ils avaient l'air d'une famille parfaite. Sans moi. J'ai regardé mes propres mains, rugueuses à cause du travail manuel, et la petite cicatrice sur mon genou, souvenir de ce jour où j'ai dû ramper dans l'escalier pour ne pas mourir. Quelle imposture! Quelle violence dans cette perfection affichée! Comment une personne qui a regardé sa sœur suffoquer en riant peut-elle prêcher la compassion au monde entier? Je voulais jeter l'assignation à la poubelle. Je voulais brûler ce papier et prétendre que je n'avais rien reçu. Mais mon regard s'est attardé sur le nom de l'accusée. Clarisse Martin. Il y avait quelque chose dans ce nom. Une résonance lointaine. Un écho. J'ai tapé « Clarisse Martin blog » dans la barre de recherche. Si Morgane la poursuivait pour diffamation, c'est que Clarisse avait écrit quelque chose.
Je n'étais pas prête pour ce que j'allais lire. J'ai trouvé le blog facilement. C'était une page simple, intitulée « Survivre au bureau, chronique d'un harcèlement ». Le dernier article datait d'il y a 3 mois, juste avant le début probable des poursuites judiciaires. Le titre de l'article était « Le visage du diable porte du Prada ». J'ai commencé à lire. Clarisse racontait son expérience en tant qu'assistante marketing dans l'entreprise de cosmétiques où travaillait Morgane. Elle ne nommait pas l'entreprise, mais elle nommait Morgane. Le récit était glaçant. Clarisse décrivait une campagne de « mobbing », un harcèlement moral collectif orchestré par ma sœur. Morgane volait systématiquement les idées de Clarisse pour les présenter comme les siennes lors des réunions. Elle organisait des déjeuners d'équipe en oubliant volontairement d'inviter Clarisse. Elle avait même lancé une rumeur ignoble selon laquelle Clarisse avait une liaison avec un stagiaire mineur, ce qui avait failli détruire la réputation de la jeune femme. Je lisais, et je reconnaissais tout. La cruauté subtile. Les sourires en coin. La capacité de Morgane à se faire passer pour la victime tout en tenant le couteau. C'était exactement ce qu'elle m'avait fait subir pendant toute mon enfance. Mais c'est le dernier paragraphe de l'article qui m'a fait lâcher ma souris. Le sang s'est glacé dans mes veines. Clarisse écrivait. Vous pensez peut-être que j'exagère. Que personne ne peut être aussi calculateur. Mais vous ne connaissez pas Morgane Dubois. Elle m'a montré qui elle était vraiment lors de la fête de Noël de l'entreprise l'année dernière. Elle avait trop bu de champagne et elle voulait amuser la galerie. Elle a sorti son téléphone pour montrer une vidéo hilarante à ses collègues préférés. J'étais juste derrière, invisible comme d'habitude. J'ai vu l'écran. J'ai vu une adolescente au sol, Violette, cherchant de l'air, en train de mourir. Et j'ai entendu Morgane, dans la vidéo, dire « Respire, raté ». Elle a ri en montrant ça à ses collègues. Elle a dit « Regardez ma sœur, cette actrice ratée. Elle ferait n'importe quoi pour qu'on la regarde. Si elle est capable de rire de l'agonie de sa propre sœur, imaginez ce qu'elle peut faire à une employée qu'elle n'aime pas. » Je suis restée figée, le souffle court. Ce n'était pas seulement un souvenir. La vidéo existait toujours. 19 ans plus tard. Elle l'avait gardée. Elle l'avait numérisée. Elle l'avait sur son téléphone. Et pire que tout, elle l'utilisait comme un divertissement de soirée. Ma douleur, ma terreur, mon traumatisme le plus profond n'était pour elle qu'une anecdote amusante autour d'une coupe de champagne. Une rage froide, une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant, a commencé à monter en moi. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une fureur pure. Comment cette inconnue, cette Clarisse, pouvait-elle en savoir autant? Et surtout, si elle savait pour la vidéo, que savait-elle d'autre? J'ai cherché un moyen de contacter l'auteur du blog. Il y avait une adresse e-mail cryptée. J'ai envoyé un message, mes doigts frappant le clavier avec une violence contenue. Objet, je suis la fille de la vidéo. Message, je m'appelle Viviane Dubois. Nous devons parler. La réponse est arrivée en moins de 10 minutes. Juste une phrase, et un numéro de téléphone. Je vous attendais, Viviane. Appelez-moi. C'est à propos de votre grand-mère Yvette. Ma grand-mère. Mamie Yvette. La seule personne qui m'avait jamais aimée dans cette famille maudite. Elle était morte il y a 12 ans. Que venait-elle faire là-dedans? Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que les morts peuvent parler. Et mamie Yvette avait beaucoup de choses à dire. 2 jours plus tard, j'étais dans un TGV direction Paris. Le paysage défilait à 300 km/h, des champs verts et jaunes flous, à l'image de mes pensées. J'avais pris un congé d'urgence. Je ne pouvais plus empiler des cartons tant que cette histoire n'était pas réglée. J'avais rendez-vous avec Clarisse dans un petit café discret du 14e arrondissement. Quand je suis entrée, je l'ai reconnue immédiatement grâce à la description qu'elle m'avait donnée au téléphone, une jeune femme brune, la trentaine, avec des cernes profonds sous les yeux et l'air d'un animal traqué. Elle s'est levée quand je me suis approchée. Elle tremblait légèrement. « Viviane » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assises. Elle n'a pas commandé de café. Elle a posé un sac en toile lourde sur la table. « Merci d'être venue » a-t-elle dit, la voix basse. « Je sais que c'est difficile pour vous.
Vous avez parlé de ma grand-mère, ai-je coupé, impatiente. Comment la connaissiez-vous? Vous êtes trop jeune. Clarisse a pris une profonde inspiration. Je ne la connaissais pas personnellement. Mais ma grand-mère, oui. Ma grand-mère s'appelait Odette Martin. Le nom m'a frappé comme une vague de nostalgie. Madame Odette. La meilleure amie de mamie Yvette. Elles étaient inséparables. Elles jouaient au bridge tous les jeudis, buvaient du thé, et critiquaient les voisins. Je me souvenais d'Odette comme d'une dame élégante, toujours bienveillante avec moi. Odette. Ai-je murmuré. Comment va-t-elle? Le visage de Clarisse s'est assombri. Elle est décédée l'année dernière. C'est en vidant son appartement que j'ai trouvé ça. Elle a ouvert le sac en toile et en a sorti 2 objets. Le premier était un vieux journal intime, relié en cuir bordeaux, usé par le temps. Le deuxième était une clé USB. Elle a poussé le journal vers moi. C'est le journal de votre grand-mère Yvette, a dit Clarisse. Ma grand-mère Odette l'a gardé caché pendant 12 ans. Yvette le lui a confié quelques semaines avant sa mort, à l'hôpital. Elle a fait promettre à Odette de ne jamais le donner à vos parents, ni à Morgane. Elle a dit, garde-le pour la petite Viviane. Mais ne lui donne pas tout de suite. Elle est partie, elle est fragile. Attends qu'elle soit prête à se battre. Attends que la guerre commence, point. J'ai effleuré la couverture du carnet. Je reconnaissais l'odeur. Un mélange de lavande et de vieux papier. L'odeur de mamie Yvette. Les larmes me sont montées aux yeux. La guerre a commencé quand Morgane m'a attaqué en justice, a continué Clarisse. Je savais que je devais vous trouver. J'ai écrit ce blog en espérant que quelqu'un ferait le lien. Je ne savais pas que le destin vous enverrait une convocation pour mon procès. Qu'y a-t-il dedans, ai-je demandé, la voix étranglée. La vérité, a répondu Clarisse. Toute la vérité sur pourquoi votre grand-mère a changé son testament. Pourquoi elle vous a soi-disant déshérité. Et pourquoi Morgane et votre mère sont riches aujourd'hui alors que vous vivez modestement. J'ai ouvert le journal. La première page était datée de 2010. L'écriture de ma grand-mère, fine et tremblée, remplissait la page. Aujourd'hui, Liliane m'a encore dit que Viviane refusait de me parler. J'ai essayé d'appeler le numéro que j'avais, mais une voix m'a dit qu'il n'était plus attribué. Liliane dit que Viviane se drogue. Que je ne dois pas lui envoyer d'argent. Mon cœur saigne, mais je dois protéger ce qui reste de la famille. J'ai relu la phrase 3 fois. Viviane se drogue. Je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie. Je ne bois même pas d'alcool. Ma mère avait dit à ma grand-mère mourante que j'étais une toxicomane pour m'isoler. Pour que mamie Yvette ne cherche plus à me contacter. Ce n'est que le début, a chuchoté Clarisse. Continuez à lire. Surtout la partie sur l'argent. Je suis sortie du café pour aller m'asseoir sur un banc dans un parc voisin. J'avais besoin d'air. Clarisse est restée silencieuse à côté de moi pendant que je plongeais dans les mémoires de la seule personne qui m'avait aimée. Ce que j'ai découvert au fil des pages n'était pas seulement de la méchanceté familiale. C'était un crime. Un crime méthodique, calculé, froid. Ma grand-mère Yvette n'était pas millionnaire, mais elle était à l'aise. Son mari, mon grand-père, avait investi dans l'immobilier à Limoges dans les années 80. Elle possédait un immeuble de rapport et un portefeuille d'actions. Valeur totale estimée à l'époque, environ 400 000 €. Pendant des années, j'avais cru que mamie m'avait oublié dans son testament parce que j'étais partie sans laisser d'adresse, parce que j'étais la mauvaise fille. J'avais accepté cela. Je ne voulais pas de leur argent. Mais le journal racontait une autre histoire. 14 juin 2011, Morgane est venue me voir aujourd'hui. Elle est si gentille, si prévenante. Elle m'a apporté des fleurs. Elle m'a dit que Viviane avait été arrêtée par la police pour vol à l'étalage à Lyon. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai raté avec cet enfant? Morgane dit qu'il faut protéger mon patrimoine, sinon Viviane va tout dilapider en frais d'avocat ou en substances illicites. Elle m'a suggéré de signer une procuration pour que Liliane gère mes comptes. Je suis fatiguée. Je ne comprends plus très bien les papiers de la banque. J'ai signé. C'était à 2, arrêtez-vous une seconde. Mettez-vous à ma place.
Vous lisez que votre mère et votre sœur ont inventé un casier judiciaire et une addiction pour vous voler l'héritage de votre grand-mère. Que auriez-vous fait? Auriez-vous crié? Pleuré? Ou auriez-vous, comme moi, ressenti un calme terrifiant s'installer en vous? Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait face à une telle trahison. J'ai tourné les pages, fébrile. La manipulation s'intensifiait mois après mois. Elle l'isolait. Elle renvoyait l'aide ménagère que mamie aimait bien pour la remplacer par une femme qui ne parlait pas français, afin que mamie ne puisse discuter avec personne. Et l'argent disparaissait. 20 septembre 2011, j'ai voulu retirer 500 € pour faire un don à l'église. La carte a été refusée. J'ai appelé Liliane. Elle m'a dit que c'était une erreur de la banque. Mais le soir, j'ai vu Morgane avec une nouvelle voiture. Une petite décapotable. Elle m'a dit que c'était un cadeau de ses parents pour sa réussite aux examens. Mais Pascal m'a dit la semaine dernière qu'ils avaient du mal à payer les factures de chauffage. D'où vient cet argent? Elle la pillait. De son vivant. Elles utilisaient l'argent destiné à ses vieux jours pour financer le train de vie de Morgane à Paris, ses études en école de commerce privé, ses vêtements de marque, ses vacances à Ibiza. J'ai senti une nausée monter. Ce n'était pas seulement de l'avidité. C'était de l'abus de faiblesse sur une personne vulnérable. C'était pénal. Mais le coup de grâce est venu à la toute dernière page, écrite 2 semaines avant sa mort. L'écriture était presque illisible, griffonnée avec une urgence désespérée. 3 octobre 2012, je sais. J'ai entendu Liliane parler au téléphone dans le couloir. Elle riait. Elle disait à Morgane, la vieille ne passera pas l'hiver, et tout sera à nous. Viviane ne saura jamais rien. Elles attendent ma mort. Elles n'ont jamais essayé de contacter Viviane. Elles ont menti sur tout. J'ai essayé de me lever, mais je suis trop faible. Elles ont gagné la bataille, mais elles ne gagneront pas la guerre. J'ai caché quelque chose. Si Viviane lit ceci un jour. Ma chérie, je ne t'ai jamais abandonnée. Pardonne-moi d'avoir été trop aveugle, trop tôt. J'ai refermé le journal. Mes larmes tombaient sur le cuir usé. Elles l'ont laissé mourir seule, en lui faisant croire que je la détestais, dis-je d'une voix blanche. Oui, répondit Clarisse. Mais il y a autre chose. Un détail physique. Quelque chose que Morgane a pris et qu'elle ne devrait pas avoir. De quoi parles-tu? La broche. L'émeraude. Je me suis souvenu instantanément. La broche. C'était un bijou de famille, une pièce magnifique du 19e siècle, en or et sertie d'une grosse émeraude rectangulaire entourée de petits diamants. Mamie Yvette la portait toujours pour les grandes occasions. Elle m'avait toujours dit, celle-ci, ma petite Vivi, elle sera pour toi le jour de tes 18 ans. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, et tu es mon espoir. Je n'avais jamais reçu la broche. Je pensais qu'elle avait été vendue pour payer les funérailles ou qu'elle avait été perdue. Je rouvris le journal à la date indiquée par Clarisse. 15 août 2012, la broche a disparu de ma boîte à bijoux. Je l'ai cherchée partout. J'ai demandé à Morgane. Elle a levé les yeux au ciel et m'a dit, « Mamie, tu l'as sûrement égarée, tu perds la tête. » Mais juste avant qu'elle parte, quand elle m'a fait la bise, j'ai senti une bosse dure dans la poche de son manteau. J'ai voulu l'attraper, mais elle m'a repoussé doucement. « Repose-toi, mamie. » Elle me l'a volée. Elle a volé l'héritage de sa sœur. Je n'ai rien dit à Liliane. À quoi bon? Elle défendra Morgane. Je suis prisonnière chez moi. Clarisse a sorti son téléphone. Regarde ça. Elle a ouvert le compte Instagram de Morgane. Une photo datant de la semaine dernière. Morgane était à un gala de charité, vêtue d'une robe de soirée noire. Et là, épinglée sur son cœur, brillant sous les flashs des photographes. L'émeraude. Ma broche. Morgane la portait. Elle l'exhibait. Elle l'avait volée à une mourante et maintenant elle la portait comme un trophée de sa propre réussite. C'était l'erreur fatale. L'argent est fluide, il disparaît, il se transforme en factures et en voyages. Il est difficile de tracer des billets de banque dépensés il y a 10 ans. Mais un bijou? Un bijou unique, décrit dans un testament antérieur,
je savais qu'il y en avait un vieux chez le notaire de famille, et mentionné comme volé dans un journal intime authentifié? C'était une preuve matérielle. C'était du recel. Elle ne peut pas s'en empêcher, a dit Clarisse avec dégoût. C'est une pie voleuse. Elle aime ce qui brille. Elle pense qu'elle est intouchable. Elle l'était, ai-je répondu, en fermant le journal avec un claquement sec. Jusqu'à aujourd'hui. J'avais le journal. J'avais le témoignage de Clarisse. Mais pour clouer le cercueil de Morgane au tribunal, pour détruire sa réputation de sainte et prouver qu'elle était une menteuse pathologique depuis l'adolescence, j'avais besoin de l'arme atomique. J'avais besoin de la vidéo originale. Pas celle floue vue par Clarisse lors d'une fête. Je voulais le fichier source. Et je savais exactement où il pouvait être. J'ai repris le train pour Besançon le soir même. J'avais une mission. Quand je me suis enfuie de chez moi à 18 ans, je n'avais pris que 2 valises. Des vêtements, quelques livres, la vieille unité centrale de l'ordinateur familial. C'était une grosse tour beige, lourde et bruyante. À l'époque, je l'avais prise non pas pour l'ordinateur lui-même, mais parce que j'y avais caché toutes mes photos d'enfance scannées dans un dossier secret, de peur que ma mère ne les jette dans un accès de colère. Cette tour dormait au fond de mon placard depuis presque 20 ans. Je ne l'avais jamais rebranchée. J'ai appelé Gwen à elle. Gwen était ma seule amie du lycée avec qui j'avais gardé un contact sporadique. Elle était devenue une experte en cybersécurité et récupération de données. Une geek de génie. Gwen, j'ai besoin de toi. C'est une urgence vitale. Elle est arrivée chez moi 1 heure plus tard avec son kit d'outils. Quand elle a vu la vieille tour poussiéreuse, elle a sifflé d'admiration. Une antiquité. Windows XP? Probablement 98 ou Millennium. Je ne sais plus. On a ouvert la bête. Gwen a extrait le disque dur. Elle l'a connecté à sa machine ultramoderne via un adaptateur. Le bruit du disque dur qui se mettait à tourner, un grattement mécanique et rythmé, résonnait dans le silence de mon appartement comme un compte à rebours. C'est bon, le disque n'est pas mort, a dit Gwen. Qu'est-ce qu'on cherche? Tout, ai-je dit. Vidéo. Email. Historique de Chave Mécène. Tout ce qui concerne Morgane entre 2004 et 2006. Gwen a lancé ses scripts. Des lignes de code défilaient sur l'écran. J'ai trouvé un dossier caché, a dit Gwen après 10 minutes. Il s'appelle Système 32 Backup. Mais ce n'est pas un fichier système. C'est trop lourd. Elle a cliqué. Le dossier s'est ouvert. Ce n'était pas des fichiers système. C'était le jardin secret de Morgane. Des centaines de fichiers. Et là, en plein milieu, un fichier vidéo nommé la-baraté-baseetouffe.avi. La date de création, 14 novembre 2005. C'est ça, ai-je chuchoté. Ouvre-le. La vidéo s'est lancée. L'image était granuleuse, typique des caméras de l'époque, mais le son était clair. Terriblement clair. J'ai revu mon visage adolescent, tordu par la panique. J'ai réentendu le sifflement de mes poumons. Et j'ai entendu sa voix. Respire, raté. Gwen a mis la main sur sa bouche. Mon Dieu, Viviane. C'est ta sœur? Oui. C'est de la torture. Elle te filme en train de mourir. Il y a pire, ai-je dit, me sentant étrangement détaché, comme un chirurgien devant une tumeur. Regarde les logs de chat. MSN Messenger. Gwen a ouvert les archives de conversation. Ce que nous avons trouvé dépassait l'entendement. Morgane ne se contentait pas d'être cruelle en personne. Elle avait documenté sa cruauté. Elle s'en vantait auprès de ses amis virtuels. Mais surtout, nous avons trouvé les échanges avec ma mère. À l'époque, ma mère utilisait Outlook Express. Et comme c'était l'ordinateur familial, tous les emails étaient stockés localement sur le disque dur. Des années de correspondance. Des preuves irréfutables de la conspiration. Et soudain, Gwen a pointé l'écran du doigt. Regarde ça. La date. Juin 2005. C'était un échange entre ma mère et Morgane, alors que j'attendais les résultats de mes admissions post-bac. L'email de Morgane à ma mère disait:
Maman, le facteur est passé. Il y avait une grosse enveloppe de l'Université de Lyon pour Viviane. C'est sûrement l'admission. J'ai fait ce que tu as dit. Je l'ai ouverte à la vapeur. Elle est prise. C'est horrible. Si elle part à Lyon, on ne pourra plus la contrôler. Et pour mamie, ça va compliquer les choses si Viviane devient indépendante. La réponse de ma mère, envoyée 2 heures plus tard. Ne t'inquiète pas ma chérie. Brûle la lettre. Jette les cendres dans les toilettes. Je dirai à Viviane qu'elle n'a rien reçu, ou que c'est un refus si elle insiste. Elle est tellement peu sûre d'elle, elle croira qu'elle a échoué. On lui dira qu'elle peut rester à la maison et faire une formation de secrétariat ici. On a besoin d'elle pour s'occuper du ménage pendant que tu te concentres sur tes études de piano. J'ai hurlé. Un cri primal qui sortait du fond de mes tripes. Pendant 20 ans, j'avais cru que j'étais stupide. J'avais cru que je n'avais pas été acceptée à l'université. J'avais passé des années à me dévaloriser, à accepter des emplois sous-qualifiés parce que je pensais ne pas mériter mieux. Elles avaient volé mon éducation. Elles avaient volé mon avenir. Juste pour me garder comme servante et m'empêcher de parler à ma grand-mère. Elles m'ont tout pris, ai-je sangloté, effondré sur le bureau de Gwen. Mes études, ma confiance en moi, ma grand-mère, tout. Gwen m'a serré fort dans ses bras. Non, Viviane. Elles n'ont pas tout pris. Elles n'ont pas pris ta force. Regarde-toi. Tu as survécu. Tu as construit une vie sans elles. Et maintenant, tu as les munitions pour les détruire. Elle a continué à fouiller. Il y avait pire. Un email plus récent, datant d'il y a 5 ans. Morgane avait utilisé l'ordinateur de ses parents lors d'une visite, elle avait synchronisé ses comptes. Email de Morgane à sa mère, j'ai envoyé la lettre anonyme au patron de Viviane chez Logistique Corporation. J'ai écrit qu'elle avait été virée de son précédent emploi pour vol de caisse. Avec un peu de chance, ils la vireront avant sa période d'essai. On ne peut pas la laisser réussir. Si elle a de l'argent, elle pourrait engager un avocat pour l'histoire de mamie. Il faut qu'elle reste pauvre et désespérée. Je me souvenais de cet emploi. J'avais été licenciée brutalement sans explication claire après 2 mois. J'avais failli finir à la rue. J'avais dû manger au resto du cœur pendant 3 semaines. C'était elle. C'était toujours elle. Chaque malheur de ma vie, chaque échec inexplicable, chaque porte fermée, il y avait l'ombre de Morgane derrière. Ce n'était pas de la malchance. C'était du sabotage industriel appliqué à une vie humaine. Imprime tout, ai-je dit à Gwen. Ma voix était devenue froide comme l'acier. Fais 3 copies. Une pour moi, une pour l'avocat de Clarisse, et une pour le juge. Tu vas témoigner, a demandé Gwen. Je ne vais pas juste témoigner, Gwen. Je vais les exécuter. La veille du procès, je suis retournée à Paris. J'étais à l'hôtel, en train de repasser ma chemise blanche, la seule tenue formelle que je possédais. Mon téléphone a sonné. Maman. Je n'avais pas changé son numéro, même si je l'avais bloqué. Mais pour une raison inconnue, l'appel est passé. Peut-être avais-je inconsciemment débloqué le numéro en prévision de ce moment. J'ai décroché. Je n'ai rien dit. Viviane? La voix de ma mère tremblait. Pas de colère cette fois. Juste une panique pure. Morgane a vu la liste des témoins. Tu vas venir demain? Oui. Pourquoi tu fais ça? C'est ta sœur. Elle a une carrière brillante. Tu vas tout gâcher par jalousie? Je ne suis pas jalouse, maman. Je suis juste fatiguée. Écoute-moi bien, sa voix est devenue dure, le masque tombait. Si tu entres dans ce tribunal et que tu dis quoi que ce soit contre ta sœur, je me tue. Tu l'entends? J'avalerai tous mes somnifères. Et ce sera de ta faute. Tu auras la mort de ta mère sur la conscience. C'était leur carte maîtresse. Le chantage au suicide. Elle l'avait déjà fait quand j'avais voulu partir à 18 ans. Il y a 10 ans, j'aurais cédé. J'aurais pleuré, je me serais excusée, je serais restée à ma place. Mais j'avais le journal de mamie sur mes genoux. J'avais les preuves qu'elle avait volé ma lettre d'admission. Tu ne le feras pas, maman, ai-je répondu calmement. Tu aimes trop la vie.
Tu aimes trop les apparences. Un suicide, ça fait mauvais genre. Ça fait désordre. Et puis, si tu meurs, qui ira porter des oranges à Morgane en prison? Il y a eu un silence choqué à l'autre bout du fil. Tu es un monstre, a-t-elle craché. Non, maman. Je suis ta fille. J'ai appris des meilleurs. J'ai raccroché. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas tremblé. J'ai dormi comme un bébé. Le tribunal de Paris est un bâtiment imposant, moderne, froid. Une cathédrale de verre et d'acier. Quand je suis entrée dans la salle d'audience, l'atmosphère était électrique. Morgane était là. Elle portait un tailleur pantalon crème, une coiffure impeccable, un maquillage nude qui lui donnait l'air innocent et fragile. Elle tenait un mouchoir en dentelle qu'elle tamponnait artistiquement au coin de ses yeux secs. Mes parents étaient au premier rang. Mon père regardait ses chaussures. Ma mère, vêtue de noir comme une veuve sicilienne, me foudroyait du regard. Si les yeux pouvaient tuer, j'aurais été incinérée sur place. L'avocat de Morgane, maître Dupont, un homme à la voix onctueuse et arrogante, a ouvert le bal. Mesdames et messieurs du tribunal, ma cliente est victime d'une campagne de haine orchestrée par une employée jalouse et incompétente. Mademoiselle Clarisse Martin n'a pas supporté d'être recadrée pour ses fautes professionnelles. Alors elle a inventé des histoires. Des histoires horribles, diffamatoires, visant à détruire l'image immaculée de Madame Dubois. Il a pointé Clarisse du doigt. Clarisse semblait minuscule sur sa chaise. Puis, il s'est tourné vers moi, qui attendait sur le banc des témoins. Et pour étayer ses mensonges, l'accusé a manipulé la sœur de ma cliente. Une sœur, hélas, connue pour ses troubles psychologiques, son instabilité, et sa jalousie maladive envers la réussite de Morgane. Une sœur qui a coupé les ponts avec sa famille aimante pour vivre dans la marginalité. C'était leur stratégie. Me faire passer pour la folle. Discréditer le témoin avant même qu'il ne parle. Le juge m'a appelé à la barre. Madame Viviane Dubois. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Je le jure. L'avocat de Morgane s'est approché de moi comme un requin. Madame Dubois, est-il vrai que vous n'avez pas vu votre famille depuis 3 ans? C'est vrai. Est-il vrai que vous avez échoué à entrer à l'université et que vous travaillez comme manutentionnaire? Je suis responsable logistique. Et je n'ai pas échoué. On m'a empêché d'y aller. Voyons, pas de théorie du complot, a-t-il ricané. N'est-il pas vrai que votre mère a consulté des médecins pour vos problèmes de mythomanie? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Ma mère a dit à tout le monde que j'étais folle. C'est différent. Je n'ai pas d'autres questions, monsieur le juge. Ce témoin n'est pas crédible. Morgane m'a lancé un petit sourire victorieux. Le même sourire que ce jour-là, dans le salon. Respire, raté. Mais elle ne savait pas que son temps était écoulé. L'avocate de Clarisse, maître Lefebvre, une femme d'âge mûr au regard perçant, s'est levée. Elle tenait une tablette dans une main et le vieux journal Bordeaux dans l'autre. La défense appelle la vérité à la barre, a-t-elle dit. Madame Dubois, a commencé maître Lefebvre en s'adressant à moi. Reconnaissez-vous ce carnet? Oui. C'est le journal intime de ma grand-mère, Yvette Dubois. Monsieur le juge, nous avons fait authentifier ce document par 2 experts graphologues indépendants. Il est authentique. Elle a ouvert le journal et a commencé à lire. Sa voix résonnait dans la salle silencieuse. Elles attendent ma mort. Elles m'ont volé. Elles m'ont menti sur Viviane. Chaque phrase était un coup de marteau. Le visage de ma mère est passé du rouge de la colère au gris de la peur. Morgane a cessé de sourire. Elle a commencé à s'agiter sur son siège, chuchotant furieusement à son avocat. Objection, a crié l'avocat de Morgane. Ce sont les divagations d'une femme sénile. Sénile, a rétorqué maître Lefebvre. Le journal contient des détails financiers précis, confirmés par les relevés bancaires que nous avons obtenus sur ordonnance. Des transferts de fonds vers le compte de Morgane Dubois correspondant exactement aux dates mentionnées. Elle a marqué une pause, laissant le poids des preuves financières écraser l'ambiance. Mais ce procès concerne la diffamation. La question est, Morgane Dubois est-elle une harceleuse?
Est-elle cruelle? Est-elle capable de rire de la souffrance d'autrui? Maître Lefebvre s'est tourné vers l'écran géant installé dans la salle. L'accusation prétend que la description d'une vidéo montrant Morgane riant de sa sœur asthmatique est une invention diffamatoire. Nous allons prouver que c'est la stricte vérité. Morgane s'est levée d'un bond. Non. Vous n'avez pas le droit. C'est privé. Asseyez-vous, madame, a tonné le juge. Maître Lefebvre a appuyé sur lecture. La salle d'audience s'est éteinte, laissant place à la lumière crue de l'écran. L'image a sauté, puis s'est stabilisée. Le salon de 2005. Moi, au sol. Le bruit. Ce sifflement horrible de l'air qui refuse d'entrer. Tout le monde retenait son souffle. Même le greffier a arrêté de taper. Puis, la voix de Morgane a empli la salle, amplifiée par les haut-parleurs du tribunal. Une voix jeune, claire et dégoulinante de mépris. Regardez-moi ça. La grande Viviane qui fait encore son cinéma. Allez, attrape-le. Tu es pathétique. Respire, raté. Et ce rire. Un rire cristallin, joyeux, alors que sa sœur était en train de suffoquer à ses pieds. Dans la salle, des murmures d'horreur se sont élevés. J'ai vu une jurée porter la main à sa gorge. Le juge avait le visage fermé, dur comme la pierre. La vidéo s'est terminée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Morgane était livide. Elle tremblait de tout son corps. Son masque de perfection avait fondu. Elle ressemblait à une petite fille prise en faute, mais ses yeux lançaient des éclairs de haine pure vers moi. Maître Lefebvre n'avait pas fini. Respire, raté, a-t-elle répété doucement. Des mots prononcés par une adolescente? Peut-être. Mais cette femme, elle a pointé Morgane, a conservé cette vidéo pendant 19 ans. Elle l'a montrée à ses collègues pour les amuser. Cela démontre un modèle de comportement sadique et constant. L'avocate s'est approchée de la barre, s'arrêtant juste devant Morgane. Elle a souri, mais ce n'était pas un sourire gentil. Une dernière chose, Madame Dubois. J'admire votre élégance. Surtout ce magnifique bijou que vous portez aujourd'hui. Morgane a froncé les sourcils, confuse. Elle portait, comme pour se donner du courage, la broche émeraude sur le revers de sa veste crème. C'est une émeraude ancienne, n'est-ce pas, a continué l'avocate. C'est un héritage de famille, a sifflé Morgane. Vraiment? C'est curieux. Car dans le journal de Madame Yvette Dubois, à la page 142, elle écrit « Morgane m'a volé ma broche émeraude rectangulaire sertie de diamants. Je l'ai vue la mettre dans sa poche. » La salle a halté. C'était le coup de théâtre parfait. Madame Dubois, vous portez à votre propre procès pour diffamation la preuve matérielle que vous avez volé votre grand-mère vulnérable. C'en était trop pour Morgane. La pression, l'humiliation publique, la peur, le barrage a cédé. Elle s'est mise à hurler. Pas des mots cohérents. Juste des cris stridents, hystériques. Elle a essayé d'arracher la broche, se griffant la poitrine, déchirant sa veste coûteuse. Ce n'est pas vrai! C'est à moi. La vieille était folle. Elle me l'a donnée. Vous êtes tous jaloux. Viviane, espèce de salope, je te hais. Ses cris résonnaient contre les murs lambrissés. 2 huissiers ont dû intervenir pour la maîtriser alors qu'elle essayait de se jeter sur moi. Ma mère s'est effondrée sur son banc, cachant son visage dans ses mains. Mon père regardait le vide, la bouche ouverte. J'ai regardé ma sœur se débattre, hurlant comme une démentie. Et pour la première fois depuis 19 ans, j'ai respiré. Une inspiration profonde, complète, sans sifflement, sans obstruction. Qui est la ratée maintenant, Morgane, ai-je pensé. Le verdict a été rapide et brutal. Clarisse a été relaxée. Morgane a été condamnée à payer tous les frais de justice, plus des dommages et intérêts pour procédure abusive. Mais ce n'était que le début de la fin pour elle. Le procureur de la République, présent à l'audience, a ouvert une enquête d'office pour abus de faiblesse et recel de vol, suite aux révélations du journal et à la présence de la broche. La vidéo de la crise d'asthme a fuité. Je ne sais pas qui l'a mise en ligne, peut-être quelqu'un du public, mais elle est devenue virale en quelques heures.
Hashtag Respire Raté est devenu le hashtag numéro 1 en France sur Twitter. Le lendemain matin, la marque de cosmétiques a publié un communiqué laconique. Madame Morgane Dubois ne fait plus partie de nos effectifs. Nos valeurs sont incompatibles avec toute forme de cruauté. Morgane a tout perdu. Son job à 100 000 € par an. Sa réputation. Ses amis mondains qui l'ont lâché comme une pestiférée. L'enquête financière a prouvé les détournements de fonds de ma grand-mère. Morgane a dû vendre son appartement parisien et sa voiture pour rembourser la succession. La somme totale s'élevait à près de 200 000 €. Et à Limoges, le châtiment a été social. Dans une petite ville de province, les nouvelles vont vite. Ma mère, Liliane, qui avait bâti toute sa vie sur le « qu'en dira-t-on », a vécu l'enfer. Elle a été exclue du conseil paroissial. Quand elle allait au marché, les commerçants servaient les autres clients avant elle. Ses amis changeaient de trottoir. Elle est devenue la paria, la mère qui a laissé sa fille étouffer pour regarder la télé. Elle vit désormais cloîtrée, rideau tiré. Mon père m'a envoyé un email, 3 semaines après le procès. Viviane, je suis désolée. J'ai été lâche. Je voulais juste la paix à la maison. Pardonne-moi. J'ai répondu, tu voulais la paix, papa. Tu as eu la guerre. Et maintenant, tu as le silence. Profitant. Ne m'écris plus. Le mari de Morgane a demandé le divorce après avoir vu la vidéo. Il a obtenu la garde exclusive de leurs 2 chiens, déclarant au juge qu'il ne pouvait pas confier des êtres vivants à une femme capable d'une telle cruauté. 6 mois ont passé. Je suis revenue à Limoges une dernière fois. Pas pour voir mes parents, mais pour aller au cimetière de Louia. J'ai utilisé l'argent récupéré de l'héritage, l'argent que Morgane avait volé pour créer une fondation, le Souffle d'Yvette. Nous aidons les jeunes adultes victimes de toxicité familiale à trouver un logement d'urgence et une assistance juridique pour s'émanciper. Je me suis tenue devant la tombe de ma grand-mère. La pierre était froide, mais le soleil de printemps chauffait mon dos. J'ai sorti la broche émeraude de ma poche. La justice me l'avait restituée. Je l'ai posée doucement sur la pierre tombale, le temps d'une prière silencieuse. Tu vois, mamie, ai-je chuchoté. On a gagné. Tu n'es plus seule. Et moi non plus. Je ne porterai pas la broche. Elle est trop lourde de souvenirs. Je vais la faire exposer au siège de l'association, comme symbole de la vérité qui finit toujours par éclater. En sortant du cimetière, j'ai pris une grande inspiration. L'air de Limoges, qui m'avait si souvent étouffé, semblait différent aujourd'hui. Il était pur. Je n'ai plus besoin de mon inhalateur de secours. Je n'ai plus peur de manquer d'air. Parce que je sais maintenant que je mérite de respirer. Je mérite d'exister. Ils ont essayé de m'effacer. Ils ont essayé de me couper le souffle. Mais au final, c'est leur propre méchanceté qui les a asphyxiés. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, vivez dans une famille toxique, n'oubliez jamais, le lien du sang n'est pas une chaîne. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de couper les ponts. Vous avez le droit de respirer. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits de justice, et partagez-la. Votre partage pourrait sauver quelqu'un qui se sent seul en ce moment même. À bientôt. You can't have achievements when cheats are on. Nope. Of my knowledge, well, actually, I don't know because the add-ons are a little different. Add-ons kind of, I think they say cheats get added. Yep. Oh shit! It's a sick world. I'm gonna turn off this auto jump. This auto jump sucks. Where do you turn it off? Yeah, we got two cats that just bother the fuck out of us sometimes. We got Nyx, the crybaby. He will cry over anything. Like it doesn't. It does. Yeah. If we don't pet him for
5 minutes, you'll hear meow. And then Luna, she's a bitch. she's such a massive ass gremlin. I love her though. She's a gremlin. Oh, I see a portal over here. Huh? Okie dokie, I'm going to the portal. Yep. Okie dokie, oakley dokley. Yeah, I got a surprise. I got a surprise for next month. God, I gotta like hide it. Make sure you keep the books that it gives you if it gives you any books. Okay. Watch, I'm about to attack you right now. I'm on an adventure. Silk Touch is kind of crazy, and oh my god, this shovel portal. See, look at. Oh yeah, the fan's off. No wonder why it was hot here. Hey. See, he's like completely normal. Okay. He's not gonna like that one bit. Nope. Anyway. It's the baby chicken! Hey. They're Baby so chicken. cute. You are now an orphan. Mr. Ranger! There you are. That motherfucker, he's gonna grow up being a villain. I was about to click M to look at the map, and then I realized, we kind of can't. Yeah, there you go. He's meowing. Hello. What the fuck? I only got 4 blocks. Don't worry, I got you. Hey, get over it. Why would I get over anyway? My horse loves. I have to look nice in front of the camera. If I don't, I will not meet the allegations. Okay. I'm fine with building anywhere. It's just up to you where you want to build, and then I will build close by.